Salam alaikum Azoul, bonsoir. Le constat est là, très grave, le plus grave depuis l'indépendance. Assumé, reconnu et même claironné par le Premier ministre lui-même, qui a affirmé que le pays n'avait plus de quoi payer les salaires de novembre. Devant les parlementaires, il leur a affirmé, dans une déclaration relayée par la télévision publique, s'il vous plaît, que l'État ne pouvait même pas les payer eux, députés et sénateurs, s'ils ne recouraient pas à la planche à billets. Un tel aveu est proprement incroyable. La seule alternative, selon lui, est donc la planche à billets. Et il ne dit pas tout, bien sûr, puisqu'il est vite revenu à un ton qu'il voulait rassurant, après avoir semé la panique. Tout simplement parce qu'on ne crie pas au loup sans risque. À plus forte raison, quand on a été plusieurs fois Premier ministre et que pendant toutes ses gouvernances, le monsieur n'a fait qu'affirmer que l'Algérie se portait très bien et qu'elle ne courait aucun risque de crise majeure. Il l'a dit, j'allais dire, des centaines de fois. L'exercice a donc provoqué une véritable clameur publique et une panique sans précédent que le régime n'avait pas prévue, qui a fait sauter le plafond du taux de change parallèle, le seul vrai indicateur de l'économie algérienne, et son thermomètre aussi. Mais l'opinion publique n'est pas prête à se laisser emballer une énième fois, encore une fois. Cette fois-ci, la peur est dans les murs. L'incertitude des lendemains s'installe dans les esprits. Plus rien ne sera comme avant. La bulle a crevé. L'avion des chimères est sur le point d'atterrir. Et bien sûr, comme toujours, c'est le plus petit qui se mouille. Les plus fragilisés qui vont devoir écoper. On parle déjà d'incertitude dans le paiement des retraites et des pensions. Les experts sont unanimes à prévoir une inflation énormissime qui va gréver très certainement et très sérieusement le budget des petites gens et autres coups durs. Mais le constat étant fait par le régime lui-même, donc, la question se pose de ce qu'il convient de faire maintenant. Faut-il laisser ceux qui ont mis ce pays à genoux, leur laisser la responsabilité de le relever comme ils nous le promettent? Mousha, Yidbah, Ouyahi. Le pourront-ils de toutes les façons? En ont-ils les capacités? Ont-ils jamais accompli quoi que ce soit qui ne soit pas discutable, qui ne se distingue que par les surcoûts et la malfaçon fautive, les fausses promesses? N'ont-ils pas mis en place une véritable politique d'engourdissement de la société par la rente et la corruption de masse? N'ont-ils pas ruiné purement et simplement le pays? N'ont-ils pas compromis pour des décennies toute possibilité de redressement dans le meilleur des cas, si tout le monde accepte de se serrer la ceinture? Alors, que faut-il faire dans ce cas? Et comment empêcher ce régime de continuer à sévir, à aggraver la situation plus qu'elle ne l'est déjà? D'autres solutions économiques existent-elles? Et ne seront-elles qu'économiques, ces solutions? Le temps n'est-il pas venu d'une vraie transition politique pour aller vers ailleurs, vers autre chose? N'est-il pas impératif désormais pour les Algériens de désigner leur vrai
représentants, d'aller vers une vraie refondation de l'État, vers l'avènement de vraies institutions élues dans la transparence? Ce régime ne comprendra-t-il pas finalement qu'il n'a plus le choix, qu'il doit s'effacer, restituer le pouvoir au peuple? Ne comprend-il pas que seul un État légitime pourra imposer une longue, très longue et très dure période d'austérité et de redéploiement économique qui va nécessairement exiger de très lourds sacrifices? Aujourd'hui, l'expression « la paix sociale à l'épreuve du baril » par Mohamed Touati. Oumma.com, l'Algérie face à son destin par Nourdine Boukrouh. Algérie part, crise financière, pourquoi l'Algérie en est arrivée là? Abdou Semar. Algérie en crise, quelles alternatives, au pluriel bien sûr? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Samir Ghazlaoui, journaliste et doctorant en communication politique ici en France. Merci d'être avec nous, Samir. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, Jamal. Merci. Merci beaucoup. Alors, depuis le Canada, nous devions l'avoir en Skype. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Des petits incidents techniques, mais pas à notre niveau, bien sûr. Sofiane Choueter, juriste. Marhaba bik, Sofiane Choueter. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, nous aurons Omar Ait Mokhtar, coordinateur Mouvement citoyen algérien en France, que nous aurons au téléphone depuis l'Algérie. Merci d'être avec nous, Omar Ait Mokhtar. Merci à Zulflaoun, bonsoir. Bonsoir. Samir Ghazlaoui. Alors, la situation étant ce qu'elle est, les gens sont très inquiets, nous l'avons déjà dit dans plusieurs émissions, mais les gens nous reprochent de ne faire que le constat, l'amer, l'alarmant constat, et ils nous reprochent de ne pas laisser les gens leur proposer des alternatives. Vous-même, en tant que jeune journaliste, doctorant en communication, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les possibilités d'alternatives, de solutions autres que celles que propose M. Ouyahia, qui semble quasiment suicidaire, hein, pour le moins? D'abord, il faut qu'on soit clair sur le constat actuel, parce que c'est vrai que si l'opposition algérienne dans ses différentes c'est-à-dire structures partisanes partage quelque chose, c'est bien le constat que l'Algérie vit une crise multidimensionnelle. Là, tout le monde est d'accord sur ça. Tout le monde est d'accord. Même Ouyahia. Même Ouyahia, justement. Surtout Ouyahia. Surtout Ouyahia, on a vu très bien qu'il était très très clair lors de son intervention à l'Assemblée nationale. Et puis un peu plus rassurant, avec un discours un peu plus rassurant, parce qu'il doit garder un certain équilibre lors de son intervention au Sénat. C'est-à-dire, à l'Assemblée nationale, il a fait le constat que tout le monde fait depuis plusieurs années, y compris l'opposition. Et au Sénat, il a essayé un peu de rassurer les Algériens pour dire que voilà, c'est vrai que c'est la crise, mais nous gérons. Voilà, nous gérons. Il a dit que l'Algérie s'en sortirait dans moins de 3 ans, voilà, et que de 1 an à 1 an et demi, elle reviendrait à la normale. Ce qu'il veut dire par à la normale? C'est à la normale, c'est-à-dire proposer un autre projet comme les précédents qui va nous ramener c'est-à-dire en face du mur, quoi. C'est-à-dire si on ne change pas vraiment de politique, aucune solution, c'est-à-dire qui vient du pouvoir, n'apportera de réelles solutions. Parce que là, elle parle de retour à la normale d'ici 1 année ou 3 ans, mais le plan qu'il propose là, je pense qu'il est déployé pour 5 ans minimum, donc pour le prochain plan quinquennal. Donc ça, c'est le constat.
qu'on soit d'accord. Mais L'Algérie pardon, Samir, Oui. je vous interromps, je vous laisse poursuivre. Est-ce que dans ces mesures qu'il est en train d'annoncer, est-ce qu'il n'y a pas déjà de la poudre La poudre aux yeux, puisqu'il est en train de nous parler aujourd'hui, alors écoutez-moi bien, Oui. d'impôt sur la fortune, ce qui a fait sauter au plafond tous les experts en la matière. Ça veut dire, c'est comme le bonhomme qui n'est pas capable de construire des petites choses juste à côté de lui et qui vous promet de construire le pont de San Francisco. C'est sûr. Même les Français Non, qui mais- ont créé l'impôt sur la fortune, ils sont jusque-là avec des problèmes sur l'impôt sur la fortune. Eux, dont les comptes sont déclarés, dont l'argent est déclaré, alors que chez nous, c'est de la politique de la shkara. Et est-ce que déjà les mesures qu'il annonce ne sont pas déjà les mêmes que d'habitude? Déjà, l'impôt sur la fortune ne tient pas du tout en Algérie. Ne tient pas du tout en Algérie, en sachant que justement que l'informel règne en maître dans l'économie algérienne, que les vraies, c'est-à-dire les vraies fortunes, les plus grosses fortunes d'Algérie, elles détiennent leurs comptes en dehors de l'Algérie. Oui. Donc, qu'est-ce que tu vas, Exactement. en tant que Premier ministre, qu'est-ce que tu vas Et puis c'est c'est-à-dire un arsenal taxer? d'une complexité que même les pays occidentaux qui le pratiquent n'arrivent pas à cerner véritablement. La France a dû le réformer 3 fois. Et encore un détail, c'est qu'il parle, je crois, il parle de 10%. 10%, si on fait le calcul, 10% de la population algérienne, à peu près 3 millions et encore. Ouais. 3 millions, c'est pas ça qui va régler c'est pas ça qui va régler le problème financier de l'Algérie. Pourquoi il annonce alors que tout le monde sait que c'est du sparadrap sur une jambe de bois? Non, mais justement, ça fait partie de sa nouvelle communication, dire que tout le monde va serrer la ceinture. C'est-à-dire, il a commencé à voir que les classes populaires disent maintenant, sinon aussi qu'ils vont payer leurs fautes. Voilà. Donc il dit voilà. En Vous fait, n'allez pas être tout seul, les riches les aussi, riches, on va ils vont payer. Et ils nous annoncent une mesure qui est inapplicable. Inapplicable. C'est juste de la poudre aux yeux. C'est exactement ça. Je vous assure que je n'y ai pas pensé. Voilà. Bravo. Tout simplement, le pouvoir algérien, depuis l'indépendance, ne fait que copier-coller ce qui se fait en France. Sauf qu'en France, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même, il y a une légitimité électorale que le pouvoir algérien, avec toutes ses institutions, y compris élus, ne l'ont pas. C'est-à-dire même l'APN ou le Sénat n'ont pas la légitimité qu'ont les assemblées élues en France, par exemple. Donc là, comme a fait l'actuel gouvernement français, bon, ils ont fait une petite erreur, entre guillemets, d'appréciation concernant l'APL, la baisse des APL. Donc ils ont dit, oh, là, on doit montrer aussi aux classes moyennes et populaires qu'on prend aussi pour les riches, donc on taxe les riches. On va demander à notre... C'est une piste très intéressante que vous soulevez là. Sofiane Choueter, vous avez entendu Samir Ghazlaoui à la question que je lui ai posée sur l'impôt sur la fortune. Pourquoi cette poudre aux yeux? Il m'a dit oui, c'est pour rassurer les couches les plus défavorisées qui vont devoir écoper, qui vont devoir payer la facture. Il leur dit ne vous en faites pas, vous ne serez pas seuls, on va saigner les riches aussi, mais sachant que l'impôt sur la fortune est totalement inapplicable en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Sofiane Choueter? Oui, Jamel, il est très connu ce régime algérien qui est un régime manipulateur. Tu vois, il a toujours. C'est pas un régime très intelligent, hein, il n'est pas un régime sage, mais plutôt rusé, malin. Il utilise certaines méthodes de manipulation, de désinformation, de corruption, etc. Et de la répression. Hein, c'est son arme. Maintenant, je pense qu'on est arrivé, ce qu'il a dit, je pense le philosophe allemand Karl Marx. On a trop expliqué le monde, maintenant il faut le transformer. C'est là maintenant on est arrivé. Est-ce que on accepte la même chose, cette politique de bricolage, que l'Algérie va vers le chaos, parce que c'est clair et net, il ne va pas maîtriser la situation prochainement. Est-ce qu'il y aura des émeutes, parce que le peuple a été habitué par un certain mode de vie soutenu, mais malheureusement, il est dans l'impossibilité, le régime, de continuer dans cette politique. Donc, et puis, il n'y a pas des alternatives pour le régime favorable
favorables à lui. Donc, il est prévisible qu'il y aura peut-être des soulèvements, mais ce sera peut-être des émeutes, parce que, pour la simple raison, je suis très navré de dire, parce que les forces politiques n'ont pas formé suffisamment de cadres politiques d'encadrer la population au cas où le peuple va sortir dans la rue. Tu vois, moi, en 2011, lors d'un débat, quand certaines forces politiques ont appelé à la population de sortir à la rue à Alger, moi, j'ai donné mon point de vue qu'il ne faut pas la politique de copier-coller ce qui s'est passé dans les pays voisins, en Égypte, en Tunisie, ça marche mal, mais il fallait préparer maintenant un discours plus radical, je ne dis pas violent, mais plutôt un discours plus radical vis-à-vis du pouvoir, inculquer la population là de la résistance civique et pacifique, organiser des petits groupes partout dans les villes, de se préparer à la résistance, parce qu'il faut changer les rapports de force, parce que les rapports de force... Mais qui, Sofiane Chouetter, le régime a fait en sorte de créer le vide, le désert politique, justement, pour ne pas laisser la possibilité à la société de contester politiquement, de porter une contestation politique. Ça veut dire qu'il n'a laissé qu'un seul recours à la société, que si elle souhaite s'exprimer, ça ne peut être que par la violence, pour justement que ça le serve. Parce que s'il y a violence, le régime sera servi. Et les gens auront peur d'un basculement dans une plus grande violence et ils diront non, 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 on préfère ce régime avec tout ce qu'il fait, toutes ses prédations, plutôt que de retourner dans les années 200 ou de devenir la Syrie. Et donc le régime joue sur ça. Et il fera en sorte qu'il n'y aura aucune force véritable, qui a un véritable ancrage populaire et qui pourrait rallier autour d'elle la contestation politique ambiante. Vous le savez bien, Sofiane Chouetter. Oui, je suis tout à fait d'accord. Lui, il travaille exactement de prévenir toute forme d'un mouvement de résistance. Mais bon, mais il faut dire qu'à une époque, par exemple, le mouvement Rachet a essayé justement de diffuser de l'information, du matériel d'apprentissage de la résistance pacifique, mais peut-être qu'il a le défaut que sa direction elle est peut-être à l'extérieur, elle n'est pas directement en contact. Mais moi, je parle de sens de la responsabilité des jeunes à l'avenir, parce que on est la même situation avant novembre 54. Tu vois, tu connais les forces politiques à cette époque, il est parti le PPA qui a été divisé entre les centralistes et les militaristes, etc. L'UFSD qui a accepté de participer dans les institutions coloniales, l'Assemblée nationale, même si ce n'était pas efficace, ça n'a pas réglé le problème des Algériens. Et c'est avéré qu'il y avait des groupes de jeunes nationalistes, pas forcément connus sur la scène à cette époque-là, mais ils étaient à une position plus radicale avec le communalisme. Ils ont pris la responsabilité de choisir une voie. C'était la seule voie de faire libérer le pays algérien. Ça a été le cas. Maintenant, et c'est à la responsabilité de tous les Algériens, des jeunes surtout, qu'ils assument la responsabilité. Nous, il faut avouer que nous avons échoué. Tu vois, la classe politique traditionnelle, on a échoué. Tu vois. Restez avec nous, Sofiane Chouetter, je reviens à vous dans un moment. J'essaye de répartir un peu le temps d'intervention pour chacun. Omar et Mokhtar, d'abord, est-ce que vous êtes avec nous, Omar et Mokhtar? Je suis très bien. Alors d'abord, oui. Cette histoire d'impôt sur la fortune, d'après vous, c'est une vraie solution? Ça procède d'une vraie volonté de faire partager la charge à tous les citoyens de façon égale, ou est-ce juste un autre coup tordu? Non, c'est inapplicable. On ne peut pas taxer les fortunés. Les fortunés, vous savez que l'informel est à 90% en Algérie. Je vous donne 3 zones en Algérie où on a des milliards, et rien n'est déclaré. Le Hamiz, l'Alma, Tajnan, importateur, tout est au black.
Donc on ne peut pas taxer réellement les fortunés. Ça, c'est impossible. Le plan de Yahya, il ne cherche pas enfin une solution. Il a réglé un problème par un autre. Comme d'habitude, on fait fonctionner quand il y a de l'argent. Il n'y a plus de sous. Allez, on met la Ronéo, on fabrique des faux billets et voilà. Si le pétrole n'augmente pas, et si on ne prend pas de décision, de vraies mesures, pas de mesurettes, on est dans l'impasse. Ce qui se passe, c'est que la première richesse d'un pays est son peuple d'abord. Or que Yahya a l'habitude de stigmatiser d'abord la communauté algérienne d'étrangers. Nous sommes quand même 7 millions. 7 millions, on n'a pas le droit de les exclure comme ça. Ils peuvent venir, c'est un levier pour l'économie algérienne. Yahya est contre la communauté algérienne. Il ne peut pas trouver de solution. Si le pétrole n'augmente pas, il n'a aucune solution. Est-ce qu'on va encore revenir à la planche à billets tout le temps? Ce qui se passe aujourd'hui, il est impératif d'injecter de l'argent dans l'économie. On ne peut pas arrêter l'investissement. Malheureusement, on dépend on importe tout. Je suis en Algérie, tout est importé. Même des produits qu'on peut fabriquer ici sont cassés par l'importation. On doit mettre fin, comme c'était dans le temps, c'est l'autorisation générale d'importation. On ne peut pas vivre des choses importées. On casse le produit local. Pour ça, en Algérie, on a faim d'actes, pas de paroles. Je suis ici, j'ai écouté le plan d'action de Yahya, c'est des paroles. Je n'ai pas vu la chose suivie d'actes, tout de suite des mesures. On peut prendre des mesures tout de suite, libérer les énergies. On ne bloque pas l'investisseur. Ce n'est pas possible. Et vous croyez, excusez-moi Omar El Mokhtar, vous croyez que le problème ne se limite que dans ce cadre-là, de bloquer l'investissement? Quel investissement et quel capitaine d'industrie et quel projet? Est-ce que le problème n'est pas autrement plus profond, plus politique, plus multidimensionnel? Multidimensionnel. Vous savez, on dit que pour détourner un avion, il faut être dedans. On ne peut pas le détourner avec des manettes. On peut le descendre. C'est ce qu'on peut faire. Le problème qui se pose ici, on doit aider le pouvoir à s'en sortir. On doit donner des solutions. La solution que propose Bokour, c'est comme il veut détourner un avion qui n'est pas dedans. Il était déjà dans le pouvoir, Bokour. Bokour n'a aucune solution, c'est comme Yahya. C'est régler un problème par un autre. Ici, je vous assure que moi je suis optimiste, à condition d'agir tout de suite. Il n'y a pas d'économie, ça c'est tout le monde qui est d'accord. Aujourd'hui, moi je suis très content que Yahya reconnaît qu'il n'y a plus d'argent. Il est où l'argent? Bon. Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien de fait ici en Algérie. Le programme, c'est qu'il est organisationnel. On doit écouter ceux qui savent. On ne doit pas exclure 7 millions d'Algériens de l'étranger. Il y a un problème, par exemple, d'importation de véhicules qui les gangrène tous les jours. Mais laissez la communauté algérienne venir avec des voitures, on ne vous demande pas de l'argent. Déjà, on règle le problème de ce truc de véhicules. On a un problème. Je vous cite un problème d'Algérie qui me chagrine à chaque fois. Omar El Mokhtar, je vais vous arrêter sur ce point parce que je crois qu'il faut dire les choses de temps en temps. Je vais vous dire très franchement. Moi, je suis un Algérien de l'étranger, comme beaucoup de nos compatriotes. Mais quand vous faites la comparaison avec, par exemple, nos compatriotes et frères et voisins marocains, qui sont à l'étranger. Ils sont une véritable source de financement pour leur pays et ils rapportent énormément d'argent à leur pays. Alors que nous, il faut le dire, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc on ne peut pas demander que les droits et ne pas faire le minimum qu'attend de nous notre pays. Mais bien évidemment, j'ai participé aux rencontres économiques à l'Institut du monde arabe la semaine dernière. Il y avait une représentante du Maroc, enfin, de la communauté marocaine de l'étranger, et il y avait aussi Rabrab qui était invité. Mais vous savez, j'avais envie de pleurer. Elle parlait de sa communauté marocaine, comment il investit au Maroc, or que nous, Dieu sait que je suis un peu au courant des choses, on ne peut pas investir chez nous, on nous bloque. Ce n'est pas possible. Rabrab était à côté. Donc, si on bloque Rabrab, si on bloque les gens de la communauté algérienne de l'étranger, on ne pourra jamais s'en sortir. Or qu'on a besoin de cette communauté. C'est un atout, ce n'est pas un fardeau.
J'ai mené une action avec le député algérien de France. Et c'est une promesse électorale aussi. Comment ça se fait que les Algériens de France ou d'ailleurs achètent au Maroc ou en Tunisie, ne peuvent pas acheter chez nous? Il faut un plan. Donc, ça va booster peut-être le bâtiment, et le bâtiment, c'est l'essentiel. Quand le bâtiment marche, tout marche. Je ne sais pas pourquoi on refuse. Il y avait du pétrole, c'est vrai. On ne doit pas avoir honte de dire on s'est trompé, on change de cap, on change de vision. Et restez avec nous, Omar Ait Mokhtar. Je reviens à vous dans un moment. Samir Ghzaoui, je vois que vous étiez très mécontent. Oui, je crois que vous n'étiez pas d'accord avec nos deux invités. Je voudrais revenir justement sur la question initiale, c'est en parlant d'alternatives. Oui, j'allais justement absolument. dire, en tant que jeune déjà observateur de la société algérienne, ce que peut faire, ce que apporter la jeunesse algérienne à son pays. Mais d'abord, justement, c'est cette question de responsabilité qui m'intéresse, moi. Notre premier intervenant, justement, il a dit... Oui, M. Chouiter. Maître Sofiane Chouiter. Maître Sofiane Chouiter a parlé de passer le relais pour la jeunesse. D'abord, il faut que la génération actuelle qui gouverne déjà fait le bilan. Et puis celle qui, c'est-à-dire les éléments les plus influents, les acteurs politiques les plus influents et les acteurs sociétaux les plus influents donnent un coup d'accélérateur à des propositions concrètes pour justement passer le relais. Je reviendrai sur ça. Oui. Mais d'abord, c'est important parce qu'il n'y a personne. Oui, je reviendrai sur ça. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde assume sa responsabilité. Donc déjà, la responsabilité, ce n'est pas à la jeunesse de l'assumer. Eux, ils vont l'assumer une fois que la génération actuelle fait la critique de tout ce qui a été fait depuis pratiquement l'arrivée de M. Bouteflika. La génération actuelle ou le régime qui a pris le pouvoir? Non, mais moi, je ne parle pas du régime. Le régime et les organisations satellitaires du régime, elles sont dans leur rôle, entre guillemets, c'est de bonne guerre. Ils font ça pour rester au pouvoir. Et je vais citer Noam Chomsky qui dit cette élite économico-politique qui détient le pouvoir politique, qui détient les sources de production, entre guillemets, c'est ces mots, ils se la coulent douce. Si personne ne vient les déranger, les bousculer, pourquoi ils vont quitter ce prestige? Pourquoi ils vont laisser tomber ce prestige? Et pour revenir justement à la responsabilité, et là je m'adresse à M. Ait Mokhtar, il ne faut pas oublier, parce que les gens ont tendance à oublier rapidement, une certaine classe que je qualifierais de médiatico-politique ont une certaine amnésie. Parce que M. Ait Mokhtar et son organisation ont soutenu le 4e mandat, alors que tous les problèmes que nous vivons actuellement viennent d'un mandat de trop. Déjà, le mandat de trop, c'était en 2014, et là, c'est-à-dire on vit à peu près les conséquences directes d'un mandat de trop, celui de 2014. Donc là, déjà, il faut assumer ses responsabilités. Jeter le bébé avec l'eau du bain? Est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir la porte à tous ceux, y compris qui étaient du côté du 4e mandat du régime, tout ce qu'on veut, et qui veulent s'amender, qui veulent sauver le pays, qui veulent participer à l'extinction de l'incendie? Cher Jamel, c'est là où interviennent justement les solutions. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire comme alternative, avec S comme alternative? Absolument. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est une alliance de l'opposition algérienne. Une alliance avec toutes les tendances qui représentent, qui composent la vie politique algérienne. Du Coran islamiste jusqu'au Coran de l'extrême gauche algérienne. Et on sait qu'il y a beaucoup de nuances entre les deux. Oui. Est-ce qu'elles seront, ces forces, ou ces représentants, ou ces potentiels, est-ce que vous pensez qu'ils seraient en mesure de pouvoir mettre de côté leurs divergences, leurs antagonismes? C'est ce que je qualifie d'assumer leurs responsabilités. Et c'est à eux d'assumer leurs responsabilités actuellement, tout de suite, sinon dans quelques années, ça sera trop tard. Quand on retombera dans la violence, ça sera trop tard. On va perdre
10, 5, 15 ans de plus qu'on a perdu déjà durant les années 90. Et c'est là où ils devront tous assumer leurs responsabilités. Parce que actuellement, le constat est clair, l'opposition ne pèse à rien face au régime. Elle ne fait mais vraiment pas du tout peur au pouvoir actuel. Et justement, si le régime... vous savez, peut-être on n'a pas eu l'occasion d'en discuter, mais je ne crois pas du tout à la lutte des clans. Il y a un seul clan, c'est le clan du pouvoir, depuis 1962. Et il y a des petits remaniements, c'est-à-dire de circonstances, qui imposent une situation factuelle, mais le régime, c'est le même. Si par exemple on reprend l'exemple du Premier ministre actuel, et peut-être vous le savez, il est là, il est dans le sérail depuis 1978. Il est au pouvoir depuis 1978. Et là, avec son nouveau gouvernement d'août dernier, c'est son 10e gouvernement. C'est-à-dire si on compte... Tous les gouvernements auxquels il a participé ou qu'il a dirigé. Non, qu'il a dirigé lui-même. C'est-à-dire sont les gouvernements où il était ministre d'État ou ministre de la Justice. Vous savez, quand il y a un petit remaniement, on dit, par exemple, Ouihia 1, Ouihia 2, même si c'est un petit remaniement, c'est un nouveau numéro. Là, il est pratiquement, il n'est pas pratiquement, il est à son 10e gouvernement. Donc, c'est pas... Où est la lutte des clans ici? C'est la même personne qu'on ramène, on va pas remettre en cause, entre guillemets, sa compétence, peut-être pas en tant qu'homme politique, mais en tout cas homme d'État administrateur. C'est un technocrate, quoi. Il est là à ramener compte le pouvoir et les vrais décideurs, c'est-à-dire il trouve un intérêt, c'est l'homme de la situation. D'ailleurs, tout le monde le sait, lui-même il le dit. Il le dit, je suis un serviteur de l'État. Oui. D'ailleurs, et même un homme des sales besognes, il y a des choses comme ça. Ça, c'est un peu la presse qui le qualifie de ça, mais lui, il dit, il n'a pas... Il a dit, moi je n'hésite pas à faire les choses qui doivent être faites. Il dit, je suis un serviteur de l'État. Oui, oui. Ouais. Mais c'est très noble d'être un grand serviteur de l'État en soi, c'est noble. Ouais, or, avec Bouihia, on n'a pas cette impression. Ouais, lui, quand il a fait la grande fraude de 1997, un grand serviteur de l'État ne se prête pas à ce genre mais après, je n'ose même pas qualifier. Non, ça, c'est-à-dire, c'est notre critique à nous, en tant que médias, en tant qu'acteurs de la vie démocratique du pays, si ça existe déjà, la vie démocratique du pays. Mais en tout cas, ce qui en reste, quoi. Et si on revient à l'actualité, c'est-à-dire la crise financière que vit le pays, c'est à peu près le même constat que 2008. Je crois qu'il est retourné à son poste de Premier ministre. À l'époque, c'était chef du gouvernement en 2008, en mai 2008, mais en tout cas à l'été 2008, avec le début de la crise, de la crise économique. Donc on avait peur, c'était la panique un peu, est-ce que ça nous touche, est-ce que ça va s'arrêter aux frontières? Voilà. Pourquoi il le ramène à chaque fois alors qu'il a fait... Et justement, je m'excuse, Jamel, et c'était à la veille des élections de 2009. Donc là, on est pratiquement à la veille des élections de 2019. Mais pourquoi il le ramène, lui, alors que cette fois-ci, il n'y a pas d'argent? Lui, il a toujours eu de l'argent. Mais là, il n'y a pas d'argent. Les perspectives sont très sombres. La situation est explosive. Et lui, il a fait la preuve qu'il ne règle pas les problèmes. Pourquoi ils l'ont ramené? Non, je crois qu'ils sont dans une démarche justement de se rassurer déjà eux-mêmes et de rassurer, de rassurer les éléments qui composent le régime. Dire que lui, on le connaît très bien, on sait ce qu'il va faire. On est tranquille de ce côté-là, il n'y aura pas de mauvaise surprise, genre Tebboune, etc. C'est exactement ça. Mais alors, nous allons passer... En tout cas, c'est mon humble avis. Après, nous allons passer à la phase, je vous demanderai d'être assez bref, parce que pour revenir à nos invités, les alternatives. Est-ce que ce régime, parce qu'il ne va pas partir, il ne laissera personne le chasser. De lui-même, il ne va pas partir. Quitte à provoquer une hécatombe dans ce pays. Mais est-ce qu'il va pouvoir redresser la situation? Déjà pour dire comment il va partir, je citerai encore une fois un grand penseur qui nous a quittés il y a quelques années, Stéphane Hissel. Il dit justement, on croit à une insurrection pacifique.
C'est quoi l'insurrection pacifique? L'insurrection pacifique, justement, c'est l'unité entre, d'un côté, les forces politiques vives du pays et la société civile. Une fois on a une société, en tout cas une grande partie de la société active, consciente et engagée, là on peut avoir justement le rapport de force dont Maître Chouita a parlé tout à l'heure. Actuellement, l'opposition algérienne n'a aucun rapport de force à imposer au régime. Donc il va rester. Il va rester. Surtout que le peuple algérien n'est pas du tout prêt de revivre des séquences de violence parce qu'il sait que ça va aboutir à rien. On n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Soufiane Chouita, à votre avis, comment ça va se passer? Ce régime ne va pas partir tout seul, comme vient de nous le dire Samir. Il n'y a pas de force qui pourrait provoquer une vraie alternative, une vraie transition, même négocier. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que votre invité dans le studio il m'a mal compris. Je n'ai pas dit contre la jeunesse qu'elle assume la responsabilité, c'est-à-dire d'accéder au pouvoir. Je parle d'assumer la responsabilité politique, de sauver le pays, parce que c'est son avenir. Maintenant, on arrête de polémiquer, de dire qu'il faut que les partis politiques, les forces politiques s'allient. Il y a un problème, il n'y aura jamais d'alliance parce qu'on est trop divisés. On a encore l'héritage de la guerre civile qu'on a, l'héritage de la guerre civile qu'on a vécu, qui a divisé la société entre laïcs, entre islamistes, entre les gens qui ont soutenu les régimes, les autres qui ont soutenu les islamistes, tout ça. C'est toujours les polémiques et tout ça. Donc maintenant, il y a des petits groupes. Moi, personnellement, je vais avouer quelque chose que je le travaille d'un certain temps. J'envoie des documents à des groupes informels de jeunes, d'apprendre comment on résiste, comment on prépare les communiqués de presse dans un mouvement de résistance pacifique, etc. Donc c'est à nous de faire ce qu'on peut faire, de faire avancer les choses. Il faut... Quand vous dites c'est à nous, Soufiane Chouita, à qui vous pensez? À tout le monde qui a la possibilité de pousser des jeunes, de se regrouper y compris de façon secrète, de se former. Mais Soufiane Chouita, excusez-moi de vous interrompre. Vous n'imaginez pas que les gens comme ça, de leur propre chef, vont sortir de la maison, aller prendre le bus, aller dans tel endroit, vont se rencontrer. Ce sont des dynamiques qui se mettent en place pendant des années de préparation, d'élaboration, de rencontres, de dynamique. Ça ne se passe pas comme ça, Soufiane Chouita. Oui, non, mais ça se passe comme ça, justement. Il y a des groupes qui s'organisent secrètement. Il faut passer le langage. Il y a le langage de parler de négociation, de participer à des élections. Pourquoi ne pas choisir un autre langage? Le langage qu'on utilise actuellement de participer aux élections, de parler sur l'économie, je ne sais pas tout ça. Maintenant, c'est à nous de choisir un autre langage, de diviser au peuple, le langage de la résistance avec le peuple, avec ce pouvoir. Il va apprendre le peuple. Le peuple il est peur du est-ce qu'il va participer dans des élections avec ses partis politiques ou il va, je ne sais pas, attendre la formule magique de Yahya de sauver dans un an l'Algérie retrouve sa situation. Non, mais maintenant, c'est à nous, c'est d'utiliser tous les moyens. Moi, je t'ai dit, il y a des groupes. L'association de 8 mai 45, un mouvement qui n'est pas acquis, secrètement, travaillent. Ils sont persécutés. Il y a des blogueurs qui sont persécutés. Il y en a beaucoup de membres de ces blogueurs qui ont été emprisonnés. Il y a entre autres Adel, je ne me rappelle pas de ces noms, mais il y en a des gens, des jeunes. Vous pensez, Soufiane Chouita, que les réseaux sociaux demain pourraient être une plateforme de rassemblement et d'union? En tous les cas, ça a été efficace dans certains pays connus par le printemps arabe. En tous les cas, les partis politiques, je donne l'exemple du printemps arabe, je donne l'exemple, même s'il n'y avait pas ce moyen de télécommunication, de technologie à l'époque de la guerre, avant la guerre de libération nationale, et il y avait un groupe de jeunes qui a assumé la responsabilité et que toutes les autres forces politiques
du missaliste, des centralistes, du LTLD, les ulama, du Parti communiste algérien ne croient pas au début. Mais c'était l'action qui a imposé à la fin à ces partis de rallier leur mouvement. Il faut passer à l'action maintenant. Rester de polémiquer et rester de débattre ce qui se passe. On a trop expliqué. Moi, je crois, à mon point de vue, je crois qu'on est encore dans un cercle vicieux. On ne sort pas. C'est toujours les mêmes discours, c'est toujours le même débat. Mais maintenant, il est temps de faire chacun de ce qu'il a comme moyen, de sa place, d'aider les gens surtout, à prendre la responsabilité de résister. Allô? Oui, oui, on vous écoute, Soufiane Chouetter. Tu vois, c'est tout. Moi, je ne suis pas un grand stratège, mais j'essaie, par mes moyens. Je ne vais pas avouer tout ce que j'ai. J'envoie des documents, j'ai envoyé à ces jeunes-là des livres qui existent en Amérique latine, en Amérique du Nord, sur la question de la résistance civique et pacifique, parce que ce sont les universités nord-américaines qui ont bien étudié cette manière, y compris ce qui s'est passé au monde arabe, quels sont les défauts, quels sont les avantages, etc. Et chacun essaye d'aider ces groupes qui existent normalement. Je ne sais pas qu'est-ce que ce sera demain. Vous croyez que le comité 22, on lui a posé la question quand ils sont réunis, qui sont sûrs et certains qu'il y aura une indépendance algérienne, peut-être qu'ils vont être tous tués et éliminés. Il fallait passer à l'action. Vous pouvez les accuser comme des aventuristes, mais il fallait passer à l'action, créer cette dynamique. Et je rappelle, Soufiane Chouetter, que vous êtes un membre très connu de l'opposition de la diaspora. Vous êtes expert en matière de justice transitionnelle et vous avez géré des dossiers de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Restez avec nous. Je reviens à Omar Ait Mokhtar. Alors, finalement, comment faire? J'ai lu la troisième fois Que faire de Lénine. Ça c'est une bonne question. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on arrive à une impasse, il va falloir non pas s'unir, c'est s'unir autour de quelque chose, pas faire l'union, c'est s'unir autour de quelque chose. Il faut une vraie économie en Algérie. Comment la faire? C'est d'abord libérer les énergies, lever tous les obstacles et faire de la transparence. Nous avons commencé par l'impôt sur la fortune. Impossible. Pourquoi? L'informel. Tous les gros riches sont dans l'informel, ils ont des sacs d'argent. On a fait l'emprunt obligataire. On a obligé les gens, ceux qui ont des espèces à les déposer en banque, on leur prend 7, je ne sais combien de pourcents. Là, aujourd'hui, il faut dire aux gens, déposez votre argent. Au contraire, on va vous remercier. Et c'est un argent, c'est-à-dire, au lieu de recourir à la planche à billets, fabriquer des faux billets, on va prendre les bons billets et on va vous dire, on va les blanchir. On va faire un blanchiment institutionnel. C'est-à-dire, vous avez de l'argent n'importe où, vous le rentrez, il n'y a pas de souci, on va fermer les yeux parce que cette situation a été provoquée, sinon on est tous complices. Ça c'est une chose. Hein. Et faire le bilan aujourd'hui en Algérie, un grand pays comme ça n'a pas à avoir peur. On a tout ce qu'il faut pour réussir, à condition de s'entendre. Quand on entend aujourd'hui, il y a on parle du conflit politique. Les gens qui sont, il n'y a pas d'opposition. Ceux qui s'opposent, ceux qui nous donnent des leçons, les Bokros, les Beneflissi, tout ça, mais ils étaient au pouvoir. Mais s'ils avaient des solutions à nous proposer, comme Yahya aussi, ils n'ont pas de solution, ces gens-là. C'est terminé. Donc aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a une crise. À ce moment-là, il faut se mettre autour d'une table avec tout le monde, y compris les 7 millions d'Algériens qui sont à l'étranger, qui sont en majorité, comme ceux qui sont au Canada. Je vois le docteur que vous interrogez au Canada. Le Canada a fait son marché en Algérie. Il n'y a que des ingénieurs au Canada. Mais il faut leur tendre la main. Il y a 17 000 médecins en France. Il y a plus que ça. C'est des spécialistes. Il n'y a pas maintenant, on va se dire, on va soigner en France par un médecin algérien qui est formé en Algérie. C'est terrible. Pourquoi ne pas tendre la main à ces médecins? S'ils te donnent une semaine par an de leur temps pour aider les hôpitaux algériens,
ben, l'hôpital algérien va améliorer ses qualités de soins. On va soigner en Algérie, mais pas ailleurs. Il y a plein de choses. Moi, je pense qu'il faut s'unir. Mais vous n'avez pas l'impression que ces propositions que vous nous dites sont un peu, excusez du terme, du replâtrage dans une situation qui est autrement plus grave, où les grands équilibres ont été rompus, où le pouvoir n'est pas légitime, où les institutions ne sont que des façades, et vous nous proposez des petites solutions de médecins qui viennent donner une semaine par... Je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis optimiste, moi je vois les gens ici changer, oui, mais il est hors de question de passer par la violence. Ça, c'est à exclure dans tous les langages. Mais là, on est tous d'accord. Là, on est tous d'accord. Pas de violence. Je vous ai dit tout à l'heure. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Moi, je suis dedans. J'essaie de faire des propositions. Je sais qu'on a des leviers. On peut s'entendre. On peut aller de l'avant. Nous avons le marché africain. Nous sommes aux portes de l'Afrique. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Tout est à faire ici en Algérie. Par contre, il ne faut pas avoir de sondés. Moi, les gens qui disent qu'il ne faut pas conquérir à l'endettement extérieur, c'est des gens qui veulent nous emmener dans la violence. Parce que s'il y a un projet structurel, il faut d'abord savoir ce qu'il faut faire. S'il y a un projet structurant qui doit donner de la richesse au pays, il faut le financer. Il faut le financer. Si on n'a pas d'argent, on va emprunter. Omar, pourtant, je vais vous poser une question. Je vous demanderai de me répondre assez rapidement parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Vous croyez vraiment que si ce régime avait pu obtenir un prêt substantiel, pas quelques milliards de dollars, un prêt substantiel qui pourrait combler son gros déficit et lui permettre de gagner quelques années, vous croyez qu'il aurait hésité à s'endetter ? Non, je ne suis pas alarmiste à ce point. Hein. Je vous assure qu'il y a de l'avenir dans ce pays. Moi, je ne prône pas la chose si... Je vous assure que si on lève cet article 49-51, il y a beaucoup de gens... Tout à l'heure, j'ai rencontré des investisseurs étrangers qui veulent investir ici. Il faut chercher comment les prendre. Pourquoi au Maroc, ils n'investissent pas ici? Donc... il est hors de question que des gens qui ont des sous viennent investir chez toi ici et ils sont minoritaires avec leur technologie et leur argent. Je ne sais pas comment ils pensent les gens, mais il est hors de question de ramener un entrepreneur anglais ou américain à investir en Algérie et minoritaire avec sa technologie. Omar, pourtant, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je retourne à Samir Ghazlaoui. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, d'abord, est-ce que ce régime pourrait se mettre autour d'une table avec l'opposition ou ce qui se dit l'opposition pour essayer de voir une transition possible? Est-ce que cela est envisageable? Moi, franchement, Jamel, je crois que la solution la plus viable et l'unique, c'est de s'asseoir autour d'une table. Mais à condition que l'opposition vient avec un projet clair et net. Mais elle n'est pas monolithique, elle est dispersée. La plupart, 90%, ce sont des gens qui sont au râtelier, Le travail politique à faire, oui. La responsabilité politique et historique que tout le monde devrait, encore une fois, assumer, c'est celle-là. C'est d'unir l'opposition. Pas se fondre, c'est-à-dire les partis politiques avec leurs tendances et leur idéologie, ils peuvent la garder. Juste pour présenter un bloc face à un régime qui ne partira pas sinon. Il ne partira pas. Et l'opposition, elle peut montrer au peuple algérien, parce que tous les hommes politiques qui appellent l'armée, qui appellent un tel ou un tel, ils ont exclu le peuple algérien de la solution. Or que si on est démocrate, si on parle de souveraineté populaire, le seul élément qui est garant de cette souveraineté populaire, de cette démocratie, c'est le peuple lui-même. Comment on peut être démocrate en appelant à des solutions où le peuple lui-même est exclu? Je voudrais dire que si vraiment on veut aller vers une transition pacifique et négocier,
l'opposition algérienne doit s'unifier, encore une fois. S'unifier, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire on laisse de côté... Ouais, je ne parle pas de ça. Parler d'une seule voix face à un régime... Encore une fois, je reviens à ce que a dit d'ailleurs d'intéressant Maître Chouita, a parlé du mouvement national. Justement, si on a pu mener la guerre de libération nationale, qui était la seule solution politique possible à l'époque, c'est qu'on a travaillé, on a fait un travail politique en amont d'unification des rangs, de tous les sigles qui existaient à l'époque, avec leurs tendances, avec leur idéologie, avec leurs objectifs initiaux, et dire qu'on se met d'accord autour d'une table, quelques éléments de base, quelques éléments de travail qui nous amènent d'ailleurs à un point commun à tous, c'est l'indépendance. À l'époque, c'était l'indépendance, maintenant c'est la construction démocratique du pays. Ça doit être l'élément fondateur d'une union capable de mener la transition, pas en excluant les partis au pouvoir, parce qu'on ne le pourra pas. On ne le pourra pas. Si on veut vraiment une solution durable plutôt, je m'excuse, on doit associer tout le monde. Très bien. À mon humble avis, c'est la seule solution. J'aurais remarqué, venant de vous, comme de Sofiane Chouita, comme de nombreux de mes invités qui sont passés, que curieusement, tout le monde est en train de faire la relation avec l'avant novembre 54, oui. Et tout le monde parle d'indépendance. Oui. C'est très évocateur et c'est très significatif. Merci Samir Ghazlaoui, merci Sofiane Chouita, merci Omar Ait Mokhtar, merci à vous, chers amis, de nous avoir prêté votre attention. Qawala khair, salama.